Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été fasciné par la technologie. En grandissant, cette fascination s'est transformée en une véritable obsession pour les recoins les plus sombres et mystérieux de l'Internet. C'est ainsi que j'ai découvert la Deep Web, un endroit où règne l'anonymat et où l'on peut trouver des choses que l'on n'oserait même pas imaginer. Une nuit, alors que je surfais sans but précis, je suis tombé sur un lien intrigant. Le titre était vague, mais suffisamment provocateur pour éveiller ma curiosité. Sans trop réfléchir, j'ai cliqué. La page qui s'est ouverte était sombre, avec un design minimaliste et angoissant. Au centre de l'écran, une simple phrase « Bienvenue au Lelao Macabro ». J'étais excité par l'idée de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose que peu de gens avaient vu. En explorant le site, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'un type de salle de vente aux enchères en direct. Les utilisateurs pouvaient enchérir sur des objets présentés via des vidéos floues et granuleuses. Au début, je pensais que c'était un spectacle étrange, peut-être une sorte de performance artistique morbide. Mais plus je regardais, plus quelque chose me paraissait anormal. Les objets en question semblaient trop humains. Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais j'ai ignoré cette sensation de malaise croissant. Je voulais savoir ce qui se cachait derrière ce site mystérieux. Et c'est là que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Alors que je continuais à explorer le site, mes yeux furent attirés par une nouvelle enchère. L'écran montrait une vidéo en direct d'une pièce sombre et mal éclairée. Au centre de cette pièce, il y avait une personne assise sur une chaise, attachée et bâillonnée. Mon cœur s'est figé. Au début, j'ai essayé de rationaliser ce que je voyais. Peut-être s'agissait-il d'une sorte de jeu de rôle extrême ou d'une performance choquante destinée à choquer et attirer les spectateurs. Mais à mesure que la vidéo progressait, il devint de plus en plus évident que ce n'était ni un jeu ni une performance. Les enchérisseurs semblaient tous très sérieux, leurs pseudonymes anonymes défilant à côté de sommes d'argent croissantes. L'horreur s'installait en moi à chaque nouvelle enchère. J'ai commencé à lire les commentaires, espérant trouver une explication logique. Au lieu de cela, je suis tombé sur des messages déconcertants, certains discutant de la qualité des produits humains. Mon sang s'est glacé. J'avais compris maintenant. Ce que je regardais n'était pas une simple vidéo étrange mais un véritable marché noir où des personnes étaient vendues comme des marchandises. L'ampleur de la situation me frappait de plein fouet, et une panique sourde commençait à s'insinuer en moi. J'ai immédiatement essayé de fermer le site, de me déconnecter, mais c'était comme si mon ordinateur avait été pris en otage. Les fenêtres refusaient de se fermer, et des messages d'erreur apparaissaient à chaque tentative. Mon souffle devenait court, et j'ai commencé à transpirer. C'est alors que les choses prirent une tournure encore plus terrifiante. Ce chapitre développe la tension et l'horreur croissante à mesure que le protagoniste découvre la véritable nature du site de vente aux enchères. Mon instinct de survie prit le dessus. Je devais absolument sortir de ce site maudit. Chaque seconde passée sur cette page augmentait ma peur. J'ai tenté de forcer la fermeture du navigateur, mais rien n'y faisait. Les fenêtres refusaient de disparaître et des messages d'erreur continuaient à apparaître. En proie à la panique, j'ai arraché le câble Ethernet de mon ordinateur. Je pensais qu'en déconnectant la connexion Internet, tout s'arrêterait. Mais même après avoir coupé l'accès, les images et les messages du site continuaient de clignoter à l'écran. C'était comme si mon ordinateur était possédé par une force maléfique. J'ai redémarré l'ordinateur en mode sans échec, espérant qu'une réinitialisation suffirait à me libérer. Pendant que l'ordinateur redémarrait, je sentais une sueur froide couler dans mon dos. Les secondes semblaient interminables, mon cœur battait à tout rompre. Finalement, le bureau apparut, mais l'icône du navigateur était toujours ouverte, me narguant. Avec des mains tremblantes, j'ai essayé de désinstaller le logiciel et de supprimer tous les fichiers suspects. Mais à chaque tentative, une nouvelle fenêtre surgissait, contenant des messages de plus en plus sinistres. « Tu ne peux pas t'échapper, lisais-je, suivi par mon prénom et même des détails précis sur ma vie personnelle. Mon adresse, mon numéro de téléphone, le nom de mes proches. Ils savaient tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de la situation. J'étais traqué, non seulement en ligne mais aussi dans la vraie vie. La panique fit place à la terreur pure. Je savais que je devais trouver une solution rapidement, ou les conséquences seraient fatales. Ce chapitre approfondit le sentiment de panique et de désespoir du protagoniste, alors qu'il tente désespérément de fuir la menace croissante.
Les messages devenaient de plus en plus personnels et menaçants. « Nous savons où tu habites », disait l'un d'eux, suivi de mon adresse exacte. Une vague de terreur pure m'envahit. Comment pouvait-il savoir tout ça? J'avais pris soin de naviguer anonymement, ou du moins je le croyais. Un autre message apparut, « Regarde par la fenêtre ». Tremblant, je m'approchai lentement de la fenêtre de mon bureau et jetai un coup d'œil à l'extérieur. Rien ne semblait anormal à première vue, mais le sentiment d'être observé était omniprésent. Mon cœur battait à tout rompre, chaque ombre devenant une menace potentielle. J'essayais de raisonner, de trouver une explication logique. Peut-être étaient-ils juste des hackers doués, capables de collecter des informations personnelles à partir de traces numériques que j'avais laissées. Mais cette pensée ne faisait qu'accroître ma paranoïa. Et si c'était plus que ça? Et s'ils étaient vraiment là, quelque part dehors, en train de me surveiller? Les messages continuaient. « Tu ne peux pas nous échapper, nous venons te chercher. » Chaque notification me faisait sursauter, ma respiration devenait de plus en plus difficile. J'essayais de couper tous les appareils électroniques, espérant que cela stopperait les messages, mais en vain. Mon téléphone vibrait également, recevant les mêmes messages inquiétants. Je décidai finalement d'appeler la police. Avec des mains tremblantes, je composai le numéro et essayai d'expliquer la situation. Ils semblaient sceptiques, pensant probablement que j'étais juste un autre paranoïaque des conspirations en ligne. Mais ils acceptèrent tout de même d'envoyer une patrouille pour vérifier les alentours. En attendant leur arrivée, je barricadai toutes les portes et fenêtres de mon appartement. Je m'armai de ce que je pouvais trouver, un vieux couteau de cuisine, espérant que ce serait suffisant pour me défendre en cas d'intrusion. Les minutes semblaient des heures, chaque bruit devenant une menace potentielle. Ce chapitre intensifie la tension et la paranoïa du protagoniste, alors qu'il réalise l'ampleur de la menace et tente désespérément de se protéger. Alors que j'attendais, barricadé dans mon appartement, la tension était insupportable. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un coup de tonnerre, chaque ombre semblait abriter un danger imminent. Mon téléphone vibra à nouveau. « Nous sommes plus proches que tu ne le penses. » Je sentais mon souffle se couper, la terreur me paralysant presque. Les sirènes de la police finirent par se faire entendre au loin, et un sentiment de soulagement m'envahit. Peut-être que ce cauchemar allait enfin prendre fin. J'ouvris la porte pour les accueillir, essayant de rester calme malgré la panique qui me submergeait. Les agents inspectèrent les environs, mais ils ne trouvèrent rien de suspect. Ils me rassurèrent en disant qu'il allait patrouiller dans le quartier pendant un moment, mais je pouvais voir qu'ils n'étaient pas convaincus de la gravité de la situation. Une fois la police partie, je me sentis plus vulnérable que jamais. Mes tentatives pour sécuriser mon appartement semblaient dérisoires face à une menace inconnue et omniprésente. Je m'assis dans l'ombre, le couteau à la main, guettant le moindre bruit. Les heures passaient, mais le sommeil ne venait pas. J'étais trop terrifié pour fermer les yeux. Soudain, un craquement retentit dans le couloir. Mon cœur s'emballa, et je me levai doucement, le couteau fermement serré. Je m'approchai de la porte, l'oreille tendue. Un autre bruit, plus proche cette fois-ci. Quelqu'un était là, juste de l'autre côté. Je pouvais entendre leur respiration. Je pris une profonde inspiration et ouvris brusquement la porte, brandissant le couteau devant moi. Mais il n'y avait personne. Juste le silence et l'obscurité du couloir. Mon esprit jouait-il des tours à cause de la fatigue et de la peur? Je refermai la porte à clé, mon cœur battant toujours à tout rompre. C'est alors que mon téléphone vibra une dernière fois. Nous sommes déjà à l'intérieur. Je n'eus pas le temps de réagir avant que tout ne devienne noir. Une douleur aiguë explosa à l'arrière de ma tête, et je tombai au sol, inconscient. Les derniers sons que j'entendis furent des murmures sinistres et des rires étouffés. Quand je repris conscience, j'étais attaché et bâillonné, dans une pièce sombre et mal éclairée, exactement comme les objets que j'avais vus lors de cette première enchère. Le cycle infernal se répétait, et je réalisais avec horreur que j'étais désormais le prochain lot du Lelao Macabro. Ce chapitre conclut l'histoire avec une tournure dramatique, renforçant le sentiment de désespoir et de terreur inéluctable. Je m'appelle Jacques, et je dois avouer que j'ai toujours eu une fascination pour la technologie et ses mystères. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été attiré par les histoires de hackers et de cryptographie, mais ce qui m'a vraiment captivé, c'est ce monde caché qu'on appelle la Deep Web. La plupart des gens l'évitent,
effrayé par les rumeurs et les légendes urbaines, mais pour moi, c'était un défi, une quête pour découvrir l'inconnu. Je passais des heures à explorer les recoins sombres d'Internet, cherchant des sites obscurs et des forums cachés, souvent fasciné par ce que je pouvais trouver. C'est au cours d'une de ces explorations nocturnes que je suis tombé sur quelque chose qui a immédiatement piqué ma curiosité, une mystery box à vendre. Le concept était simple, un colis contenant des objets mystérieux, souvent étranges ou effrayants, expédiés directement à votre porte. Bien sûr, le risque était grand, mais l'idée de recevoir une boîte pleine de secrets me semblait irrésistible. Je me suis donc laissé emporter par la curiosité. Un clic, et la transaction était faite. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que j'allais découvrir. Je savais que c'était peut-être un acte insensé, mais la promesse de l'inconnu était trop forte pour que je puisse y résister. Quelques jours plus tard, l'attente nerveuse commença. Chaque jour semblait interminable, et je me surprenais à scruter la boîte aux lettres plusieurs fois par jour, espérant que le colis soit arrivé. Lorsque le paquet est finalement arrivé, je ressentis un mélange d'excitation et de peur. Enveloppé dans un papier brun anonyme, il semblait si ordinaire à l'extérieur, mais je savais que ce qui se trouvait à l'intérieur changerait peut-être ma perception du monde à jamais. Je pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la boîte, ignorant que ce que j'étais sur le point de découvrir allait plonger ma vie dans un cauchemar éveillé. Je me souviens du moment précis où j'ai ouvert la boîte. Je me tenais là, dans ma cuisine, sous l'éclairage fluorescent trop brillant, avec la boîte posée sur la table devant moi. Mon cœur battait la chamade, une anticipation mélangée à une appréhension étrange. Après avoir respiré profondément, j'ai lentement retiré le papier d'emballage, révélant un carton usé sans aucune inscription. J'ai sorti mon couteau suisse pour trancher le ruban adhésif et ouvrir le carton. Le couvercle s'est soulevé avec un bruit léger, dévoilant son contenu. À première vue, ce que je voyais ne semblait pas particulièrement inquiétant, mais en y regardant de plus près, un sentiment de malaise a commencé à s'installer. Le premier objet que j'ai pris était une vieille peluche de lapin, décolorée et usée par le temps. Il manquait un œil, et l'autre me fixait étrangement. Je l'ai mis de côté, essayant d'ignorer le frisson qui me parcourait l'échine. Ensuite, il y avait un carnet en cuir noir. En l'ouvrant, j'ai découvert qu'il était rempli de pages écrites à la main, couvertes de notes incohérentes et de dessins dérangeants. Les mots semblaient n'avoir aucun sens, mais en les parcourant, j'ai remarqué des mentions répétées de mon propre prénom. C'était comme si quelqu'un écrivait sur ma vie sans que je le sache. Puis, j'ai trouvé une clé USB sans aucune indication de ce qu'elle pouvait contenir. Ma curiosité l'a emporté sur ma prudence, et je suis allé à mon ordinateur pour voir ce qu'elle renfermait. À l'intérieur, il y avait une série de photos. La première image m'a coupé le souffle. C'était une photo de moi, prise dans la rue où j'habite. Les autres photos étaient toutes similaires, capturant des moments de ma vie quotidienne. Quelqu'un m'avait surveillé. C'est à ce moment-là que la peur a commencé à s'infiltrer véritablement. Je retournais les objets dans mes mains, cherchant un sens à tout cela, quand j'ai remarqué une dernière chose dans la boîte, une petite caméra, avec un voyant rouge clignotant faiblement. Elle était allumée. Je la tenais devant moi, le poids de l'angoisse s'alourdissant dans ma poitrine, réalisant soudain que je n'étais pas seul. Je me suis assis là, stupéfait, le regard fixé sur cette caméra. Chaque pulsation du voyant rouge semblait battre en rythme avec mon cœur. Une simple question me hantait. Depuis combien de temps cette chose était-elle en train de m'observer ? La réalisation de l'étendue de cette intrusion s'est lentement infiltrée dans mon esprit, et avec elle, un sentiment de vulnérabilité comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Chaque objet dans la boîte racontait une histoire, mais c'était une histoire à laquelle je n'avais jamais consenti à participer. La peluche, le carnet, les photos, c'était comme si quelqu'un connaissait mes moindres mouvements, mes habitudes, mes routines et même mes pensées. Cette caméra n'était pas un simple accessoire parmi d'autres. Elle était le témoin silencieux de ma vie privée, transformant ma maison en scène ouverte pour des yeux invisibles. Et si cette personne, cet inconnu, était toujours en train de m'observer à cet instant même ? J'ai eu l'impression que chaque ombre dans ma maison abritait des secrets, et chaque bruit anodin prenait une dimension sinistre. Je me suis levé brusquement, décidé à examiner chaque coin de ma maison à la recherche d'autres dispositifs de surveillance, scrutant les murs, les meubles, même l'intérieur de mes tiroirs. Chaque pièce semblait soudainement hostile, et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir traqué dans ma propre maison.
La paranoïa ne cessait de croître. Je me suis mis à penser que mes appareils électroniques, téléphones, ordinateurs, télévision, pouvaient tous être compromis. J'ai commencé à les débrancher, un par un, espérant rompre tout lien que l'intrus pouvait avoir avec moi. Mais l'anxiété ne faiblissait pas. Je savais que la simple déconnexion n'était pas une garantie de sécurité. Même la nuit, je ne trouvais pas le repos. Chaque grincement de plancher, chaque souffle de vent me faisait sursauter. Je me réveillais en sursaut, couvert de sueur froide, persuadé que quelqu'un se tenait au pied de mon lit, me regardant dormir. Il m'était impossible de chasser cette sensation d'être continuellement épié, et l'idée même de me confier à quelqu'un ou de demander de l'aide me semblait absurde, comme si personne ne pouvait comprendre l'ampleur de cette invasion. Je me sentais pris au piège dans ma propre vie, captif de ce qui devait être un simple jeu, une simple boîte. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que j'avais peut-être ouvert une porte que je ne pouvais pas refermer. Après plusieurs jours passés à vivre dans la peur et la suspicion, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je devais découvrir qui était derrière tout ça, comprendre pourquoi quelqu'un avait choisi de me cibler, et surtout, comment ils étaient parvenus à pénétrer aussi profondément dans ma vie privée. La seule chose qui me restait à faire était de retourner sur la Deep Web pour chercher des réponses. Je me suis assis devant mon ordinateur, l'esprit assombri par l'angoisse, et j'ai inséré la clé USB une fois de plus. J'ai fouillé dans les fichiers, cherchant des indices ou des informations cachées. J'ai remarqué un dossier que je n'avais pas vu auparavant, intitulé L'Observateur. En l'ouvrant, j'ai découvert une collection de vidéos. J'ai cliqué sur la première et j'ai vu ma propre image apparaître à l'écran. La vidéo me montrait assis dans mon salon, regardant distraitement la télévision. La prise de vue était floue, comme si elle avait été capturée à distance. C'était clairement une vidéo enregistrée à partir de la caméra qui était dans la Mystery Box. J'ai continué à parcourir les vidéos, découvrant des enregistrements de moi dans chaque pièce de ma maison, chacun capturant mes moments les plus intimes. Il y avait même une vidéo de moi en train de dormir, ma silhouette à peine éclairée par la lueur de mon réveil numérique. Le poids de la réalisation m'a frappé de plein fouet. Quelqu'un avait accès à des vidéos de moi, chez moi, sans que je le sache. Mais ce qui était encore plus troublant, c'était l'aperçu d'un fichier récent intitulé « Regarde derrière toi.mp4 ». Mes mains tremblaient tandis que je l'ouvrais, le cœur battant la chamade. La vidéo commença par une vue de ma chambre à coucher. L'angle était celui que j'avais déjà vu dans d'autres fichiers, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Au milieu de la pièce, derrière moi, une silhouette sombre se tenait immobile, presque imperceptible dans l'obscurité. Une terreur glaçante parcourut ma colonne vertébrale. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien derrière moi. Le silence dans la pièce était assourdissant, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir une présence, comme si quelqu'un m'observait, prêt à surgir de l'ombre. Mon esprit était en ébullition. Il était clair que cette personne n'était pas qu'un simple voyeur. Elle jouait un jeu dangereux et terrifiant. Tout mon être était envahi par la peur, mais également par une étrange détermination. Je devais trouver un moyen de renverser la situation, d'identifier qui était derrière tout ça avant que je ne perde complètement la raison. La caméra, toujours posée sur ma table, semblait presque se moquer de moi. Elle était un rappel constant que ma vie était devenue un spectacle pour un étranger invisible. Je savais que je ne pouvais pas rester prisonnier de cette peur, que j'étais à un pas de la folie ou d'une découverte cruciale qui me permettrait de reprendre le contrôle. Les jours suivants, j'ai plongé encore plus profondément dans la paranoïa. Chaque mouvement, chaque bruit semblait faire partie de ce jeu cauchemardesque dans lequel j'étais coincé. Le sentiment d'être constamment observé ne me quittait jamais, et j'avais du mal à différencier la réalité de mes pires craintes. Chaque coin de ma maison me semblait hostile, chaque fenêtre une scène pour des yeux invisibles. La clé USB était devenue ma principale obsession. Je savais que quelque part parmi les vidéos et fichiers se trouvait la clé de cette énigme. Alors que j'examinais minutieusement les données une fois de plus, je suis tombé sur une image que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle montrait une pièce qui ressemblait étrangement à mon sous-sol. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à cet endroit, mais il était clair que quelque chose s'y passait. Prenant mon courage à deux mains, je suis descendu au sous-sol, lampe de poche à la main. L'air y était lourd et poussiéreux, et mes pas résonnaient étrangement contre le sol en béton. En fouillant parmi les cartons et les vieilles affaires, je suis tombé sur une trappe dissimulée sous un vieux tapis.
Mon cœur battait à tout rompre tandis que je soulevais le panneau de bois pour découvrir un passage obscur. Avec une appréhension croissante, je me suis engouffré dans le tunnel, mes pensées tourbillonnant dans une spirale d'angoisse et de curiosité. La lumière de ma lampe vacillait sur les murs sombres, révélant des câbles et des dispositifs de surveillance parfaitement installés, diffusant en direct chaque moment de ma vie. C'était une véritable salle de contrôle. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était l'ordinateur central, ses écrans affichant des flux vidéo en temps réel de ma maison. Je me suis avancé, remarquant une chaise pivotante vide et un bureau jonché de papier. Parmi eux, une note manuscrite attirait mon attention. Elle disait simplement « Vous avez été un sujet fascinant ». Ces mots ont été le point final à toute la confusion qui m'avait tourmenté. J'avais été la proie d'un jeu sinistre orchestré par un esprit tordu, qui avait pris plaisir à manipuler chaque aspect de ma vie. Alors que je me tenais là, la réalité de ma situation s'est installée. Je devais faire un choix, rester dans la peur constante ou prendre les rênes de mon destin. Avec une détermination nouvelle, j'ai éteint tous les appareils et détruit tout ce que je pouvais trouver. Il était temps de reprendre le contrôle de ma vie, d'effacer toute trace de cet intrus et de quitter cet endroit qui était devenu un théâtre de cauchemars. Je suis remonté à la surface, chaque pas semblant me libérer de l'emprise de ce jeu macabre. J'ai quitté ma maison ce jour-là, sachant que je ne pourrais jamais vraiment oublier ce qui s'était passé, mais déterminé à ne plus jamais laisser quelqu'un jouer avec ma vie de cette façon. Le monde autour de moi semblait à nouveau réel, mais le souvenir de cette boîte mystérieuse me hantait toujours. J'avais survécu à l'obscurité, mais à quel prix? La leçon était claire. Il y a des portes qu'il vaut mieux ne jamais ouvrir, et des secrets qui devraient rester enfouis dans les profondeurs de l'Internet. Je m'appelle Clara, et depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les mystères numériques. Plongé dans l'obscurité de ma chambre, la lumière bleutée de mon écran d'ordinateur était souvent la seule chose qui illuminait mes nuits solitaires. C'est dans ces moments de tranquillité que je me suis aventuré dans les recoins les plus sombres d'Internet, à la recherche de récits et d'énigmes qui pourraient nourrir ma curiosité insatiable. La Deep Web, avec ses forums obscurs et ses histoires étranges, est rapidement devenue mon terrain de jeu favori. J'y ai trouvé une communauté de personnes partageant ma passion pour les mystères et l'inconnu. Chaque soir, après une journée monotone, je me connectais et plongeais dans ce monde clandestin, où l'anonymat était la règle et le frisson de l'inconnu mon compagnon constant. C'est au cours d'une de ces nuits, alors que je parcourais un forum particulièrement obscur, que tout a commencé. Je ne savais pas encore que cette simple curiosité allait bientôt transformer ma vie en un cauchemar éveillé. Une nuit, alors que je naviguais d'un forum à l'autre, je suis tombé sur un site particulièrement sombre et intrigant. Les discussions étaient cryptiques, et les utilisateurs semblaient communiquer en code et en sous-entendu. Fasciné, j'ai décidé de m'inscrire et de participer aux échanges. C'est peu de temps après mon inscription que j'ai reçu mon premier message privé. L'expéditeur était anonyme, et le message ne contenait que 3 mots. « Bonjour, Clara. Je sais qui tu es. » Je me suis figé. Mon cœur a raté un battement. Comment cette personne pouvait-elle connaître mon nom? Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un simple coup de chance ou d'un hacker talentueux. Après tout, la Deep Web regorgeait de personnes douées en informatique capables de découvrir des informations personnelles. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans ce message. Une familiarité qui me mettait mal à l'aise, comme si l'expéditeur savait bien plus que ce qu'il laissait entendre. Ignorant cette sensation de malaise, j'ai décidé de répondre avec un simple « Qui es-tu » La réponse ne tarda pas à arriver. Cette fois, le message contenait des détails très personnels, des choses que je n'avais jamais partagées en ligne. Des souvenirs d'enfance, des préférences alimentaires, même des événements récents que seuls mes proches pouvaient connaître. La panique a commencé à monter en moi. Qui était cette personne? Et comment pouvait-elle connaître autant de choses sur ma vie? Les jours suivants, les messages ont continué à arriver, chacun plus inquiétant que le précédent. L'anonyme semblait savoir tout de ma vie. Il mentionnait des conversations que j'avais eues avec mes amis, des endroits que j'avais visités récemment, et même des pensées que je n'avais jamais exprimées à haute voix. Chaque nouveau message accentuait ma paranoïa. J'avais l'impression d'être constamment observé, traqué. Je commençais à douter de tout le monde autour de moi. Mes amis, ma famille, mes collègues, chacun devenait un suspect potentiel.
Je me demandais sans cesse, qui pouvait bien se cacher derrière ces messages? J'ai vérifié et revérifié la sécurité de mes comptes en ligne, changé tous mes mots de passe, installé des logiciels de sécurité sur mon ordinateur. Mais rien n'y faisait. Les messages continuaient à arriver, toujours plus intimes, toujours plus terrifiants. Un soir, alors que j'étais seul chez moi, j'ai reçu un message qui a fait monter ma peur à un tout autre niveau. Il disait simplement « Tu portes une chemise bleue aujourd'hui. Elle te va bien. » Mon sang s'est glacé. Comment pouvait-il savoir ce que je portais? Je me suis précipité vers les fenêtres, les rideaux tirés, cherchant des signes de surveillance. Mais il n'y avait rien, juste l'obscurité de la nuit. Pourtant, je ne pouvais me défaire de l'idée que quelqu'un, quelque part, m'observait à cet instant précis. Chaque bruit dans la maison devenait suspect. Le craquement des planches, le sifflement du vent, même le tic-tac de l'horloge me semblait menaçant. La peur s'était installée en moi, omniprésente, dévorante. J'étais sur le point de perdre pied, et je savais que je devais découvrir la vérité avant que cette terreur ne me consume entièrement. Un soir, alors que je n'en pouvais plus de cette angoisse constante, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai contacté un ami expert en sécurité informatique pour m'aider à traquer l'origine des messages. Ensemble, nous avons passé des heures à analyser chaque détail, chaque indice. Et puis, nous avons trouvé quelque chose. Les messages provenaient d'une adresse IP très proche de chez moi. Trop proche. En fait, ils semblaient émaner de mon propre réseau. J'étais sous le choc. Comment cela pouvait-il être possible? Mon ami m'a expliqué que quelqu'un avait probablement accédé à mon réseau Wi-Fi, mais cette explication ne faisait qu'ajouter à ma peur. Qui, parmi mes voisins ou mes proches, pourrait faire une chose pareille? Alors que nous continuions à chercher des indices, j'ai reçu un nouveau message. Il disait « Tu n'as plus besoin de chercher, je suis déjà là ». La panique m'a submergé. Mon cœur battait à tout rompre alors que je parcourais la maison, vérifiant chaque pièce, chaque recoin. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant de la cave. Un bruit léger, presque imperceptible, mais suffisamment distinct pour attirer mon attention. Je suis descendu lentement, chaque marche grinçant sous mon poids. La cave était sombre, froide, et l'angoisse me tordait l'estomac. C'est alors que je l'ai vu. Une silhouette dans l'ombre, tapie dans un coin. Mon souffle s'est coupé. « Qui es-tu » ai-je crié, ma voix tremblant de terreur. La silhouette a avancé, révélant enfin son visage. C'était mon colocataire, Marc. Nous vivions ensemble depuis des années et jamais je n'aurais soupçonné qu'il puisse être derrière tout cela. Il souriait, un sourire malsain qui m'a glacé le sang. « Pourquoi » ai-je demandé, les larmes aux yeux. Marc a simplement haussé les épaules. « Pour le plaisir » a-t-il répondu. « Pour voir jusqu'où je pouvais aller. Pour voir ta peur. » La réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Cet homme que je considérais comme un ami, comme un frère, avait passé des mois à jouer avec mes peurs, à me manipuler pour son propre amusement. La trahison et l'horreur se sont mêlées en moi, me laissant vidé, brisé. Après cette confrontation, tout a changé. Marc a été arrêté, et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Mais le traumatisme qu'il m'a infligé ne s'est pas évanoui avec son départ. Chaque coin sombre de ma maison, chaque bruit inattendu me rappelait ce que j'avais vécu. J'ai décidé de déménager, de quitter cet endroit rempli de souvenirs terrifiants. Mais même après avoir changé de maison, la sensation de vulnérabilité ne m'a jamais vraiment quitté. J'avais appris une leçon amère, les monstres ne se cachent pas toujours dans l'obscurité de la Deep Web. Parfois, ils sont plus proches que nous ne le pensons, dissimulés derrière des visages familiers. Je n'explore plus les forums obscurs. Mon ordinateur, autrefois une porte vers des mondes fascinants et mystérieux, est devenu un simple outil de travail. La peur que quelque chose de semblable puisse se reproduire me hante encore. J'ai commencé à voir un thérapeute pour m'aider à surmonter ce traumatisme. Parler de ce qui s'était passé m'a permis de reprendre un peu de contrôle sur ma vie, mais la route vers la guérison est longue et semée d'embûches. Ce qui me reste, c'est une vigilance accrue. Je suis devenue plus prudente, plus méfiante. J'ai renforcé la sécurité autour de moi, pas seulement dans le monde numérique, mais aussi dans ma vie quotidienne. Cette expérience m'a appris à me protéger et à protéger mes informations personnelles avec une vigilance que je n'avais jamais eue auparavant. Bien que je n'oublie jamais ce que j'ai vécu,
Je refuse de laisser la peur dominer ma vie. Je vis chaque jour avec l'espoir que, peu à peu, les ombres de ce cauchemar s'estomperont, me laissant enfin en paix. Je m'appelle Antoine, et je suis un programmeur travaillant pour une petite entreprise de développement de logiciels à Paris. Ma vie est plutôt banale. Je passe mes journées à coder, à corriger des bugs et à boire des quantités absurdes de café. Le soir, je m'évade en naviguant sur Internet, explorant les recoins les plus sombres et obscurs du web. Un soir, alors que je parcourais un forum de discussion technique, je suis tombé sur un lien étrange. Le titre du post était simplement Malda du Mana. Par curiosité, j'ai cliqué. Le site s'est ouvert dans une nouvelle fenêtre, affichant une interface sombre et lugubre. J'aurais probablement dû fermer la page immédiatement, mais quelque chose m'a poussé à continuer. La page d'accueil était remplie de vidéos et de descriptions d'actes indescriptiblement cruels. Chaque titre semblait plus horrible que le précédent. Je me suis dit que ce n'était qu'un site parmi tant d'autres, destiné à choquer les visiteurs. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce site était différent. Intrigué et un peu perturbé, j'ai décidé de creuser un peu plus. Je ne savais pas encore que cette décision allait changer ma vie de la manière la plus cauchemardesque possible. Ma curiosité piquée au vif, j'ai continué à explorer le site Malda du Mana. La première vidéo que j'ai regardée montrait une scène d'une cruauté inimaginable. Je pouvais à peine croire ce que je voyais, mais quelque chose m'a poussé à continuer. À mesure que je visionnais d'autres vidéos, une sensation de malaise grandissait en moi. Chaque clip semblait plus récent et plus perturbant que le précédent. Je me demandais qui pouvaient être les auteurs de ces actes atroces et comment ils pouvaient les filmer sans être inquiétés. J'ai commencé à chercher des indices dans les vidéos, espérant trouver des informations sur les personnes derrière ce site. Les commentaires et les descriptions ne donnaient rien de concret, mais certains détails dans les vidéos semblaient délibérément placés pour être découverts. Comme si les créateurs voulaient que quelqu'un les trouve. C'est alors que j'ai reçu ma première menace. Une notification est apparue sur mon écran, m'avertissant de cesser mes recherches. Le message était court et froid: « Nous savons ce que tu fais, Antoine. Arrête maintenant, ou tu le regretteras. » Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Comment pouvait-il savoir mon nom? Une vague de panique m'a envahi, mais ma détermination à découvrir la vérité n'a fait que se renforcer. Je savais que je prenais un risque énorme, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Les jours suivants, les menaces se sont intensifiées. Elles devenaient de plus en plus précises, mentionnant des détails personnels sur ma vie que seuls mes amis proches pouvaient connaître. Je me sentais constamment observé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de mes mouvements. Je savais que j'avais franchi une ligne, et que le retour en arrière n'était plus une option. Les premières menaces n'étaient que le début. Après la première notification, j'ai commencé à recevoir des messages anonymes de manière régulière. Chaque message était plus menaçant que le précédent, me pressant d'abandonner mes recherches. Ils savaient des détails précis sur ma vie, où je travaillais, l'adresse de mon appartement, et même les noms de mes proches. La peur s'est installée. J'ai vérifié mes comptes en ligne, pensant qu'il avait peut-être piraté mes informations personnelles, mais tout semblait normal. Pourtant, les menaces continuaient. Un soir, j'ai reçu un email contenant une photo de moi, prise à travers la fenêtre de mon salon. Le message disait simplement: « Nous savons où tu vis. » Je ne pouvais plus ignorer la gravité de la situation. J'ai envisagé d'aller à la police, mais que pouvais-je leur dire? Que je regardais des vidéos horribles sur un site obscur et que maintenant je me faisais harceler? Je savais qu'il aurait du mal à me prendre au sérieux sans preuve concrète. Ma paranoïa a atteint de nouveaux sommets. Je me sentais observé en permanence, même chez moi. J'ai commencé à changer mes habitudes, à vérifier 2 fois que les portes étaient bien verrouillées, et à jeter des coups d'œil nerveux par-dessus mon épaule. Mais peu importe ce que je faisais, le sentiment d'être surveillé ne disparaissait pas. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé un petit paquet devant ma porte. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une clé USB. Mon instinct me disait de la jeter, mais ma curiosité a pris le dessus. En la branchant à mon ordinateur, j'ai découvert une série de vidéos, toutes filmées à l'intérieur de mon appartement. Les vidéos montraient des intrus fouillant mes affaires pendant que j'étais au travail. Mon sang s'est glacé. Ils étaient déjà là, dans ma maison. Je savais alors que je devais prendre ces menaces au sérieux.
Ils savaient qui j'étais, où je vivais, et avaient accès à ma maison. Le danger était réel, et je ne pouvais plus nier que ma vie était en péril. Les événements ont commencé à devenir de plus en plus étranges. Des objets disparaissaient ou changeaient de place dans mon appartement. Un matin, j'ai trouvé la porte de mon bureau ouverte, alors que je me souvenais clairement de l'avoir fermée à clé la veille. Des bruits inexplicables résonnaient dans la nuit, me réveillant en sursaut. Chaque jour, je sentais une présence invisible, une menace constante qui planait au-dessus de moi. À bout de nerfs, j'ai décidé de contacter la police. Je leur ai raconté mon histoire, en espérant qu'ils prendraient mes préoccupations au sérieux. Mais sans preuve tangible, ils semblaient sceptiques. Ils ont pris mes déclarations, mais je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils pensaient que j'étais paranoïaque. Un simple programmeur avec une imagination trop fertile, voilà ce qu'ils devaient penser. Malgré le manque de soutien des autorités, j'ai continué à chercher des réponses. J'ai installé des caméras de sécurité chez moi, espérant capturer des preuves de l'intrusion. Les premières nuits, les enregistrements ne montraient rien d'inhabituel, juste moi, errant de pièce en pièce, incapable de trouver le sommeil. Puis, une nuit, j'ai capturé quelque chose. Une silhouette sombre, se déplaçant silencieusement dans mon salon. Elle fouillait mes affaires, comme dans les vidéos que j'avais reçues. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu la silhouette se tourner vers la caméra et lever une main en guise de salut. Ils savaient que je les observais. Ils jouaient avec moi. Je ne pouvais plus rester dans mon appartement. J'ai pris quelques affaires essentielles et suis allé chez un ami, espérant que ce serait suffisant pour échapper à cette terreur. Mais même là, je me sentais en danger. Les menaces continuaient d'affluer, me poursuivant où que j'aille. Le summum de l'horreur est arrivé lorsque j'ai trouvé un message gravé sur la porte de mon nouvel abri « Tu ne peux pas nous échapper, Antoine ». À ce moment-là, j'ai réalisé que peu importe où j'allais, ils me trouveraient toujours. La frontière entre le virtuel et le réel s'était dissoute, et j'étais prisonnier de leur jeu macabre. La situation était devenue insupportable. J'avais l'impression de vivre dans un cauchemar éveillé, chaque ombre, chaque bruit devenant une menace potentielle. Puis, une nuit, tout a basculé. Je venais de m'endormir chez mon ami quand j'ai été réveillé par un bruit de verre brisé. Avant même de pouvoir réagir, j'ai senti une main se poser sur ma bouche, m'empêchant de crier. Plusieurs silhouettes sombres m'entouraient, leurs visages masqués, et avant que je puisse me débattre, j'ai été ligoté et emmené de force. Ils m'ont transporté vers un lieu isolé, un entrepôt abandonné. En entrant, j'ai immédiatement reconnu l'endroit. C'était le même cadre que dans les vidéos que j'avais regardées sur Malda Dumana. Mon sang s'est glacé en réalisant ce qui m'attendait. Ils m'ont attaché à une chaise au centre d'une pièce éclairée par une lumière crue. Un homme s'est approché de moi, portant un masque grotesque. Il a allumé une caméra et a commencé à parler, expliquant que j'étais la nouvelle star de leur sinistre spectacle. Chaque détail sordide de ma capture serait diffusé en direct sur leur site. J'étais terrifié, mais malgré tout, j'ai essayé de leur parler, de les raisonner. Mais mes paroles étaient inutiles face à leur cruauté. Ils ont commencé à me torturer, chaque acte étant méticuleusement filmé et commenté pour leur audience. La douleur était insupportable, mais pire encore était le sentiment de désespoir et de trahison. Comment pouvais-je être tombé dans un piège aussi horrible ? Mon esprit vacillait entre la réalité et l'horreur virtuelle, incapable de distinguer l'une de l'autre. Finalement, au moment où j'étais sur le point de perdre connaissance, ils ont arrêté. Le leader s'est approché de moi et a murmuré à mon oreille « Tu as cherché la vérité, Antoine. Maintenant, tu l'as trouvée. » Puis, il m'a laissé là, seul, brisé, mais vivant. Ils avaient accompli leur but, m'utiliser comme une autre victime pour leur spectacle macabre. Je ne savais pas combien de temps il me restait, ni si je serais jamais trouvé. Mais une chose était certaine, le cauchemar que j'avais découvert en ligne était devenu ma réalité, et il n'y avait plus d'échappatoire. Si vous avez aimé les histoires, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Et regardez les dernières histoires dans cette autre vidéo ici.